De Ritmaten pour parler du carburant, c'est une antienne. À chaque fois qu'il se passe quelque chose en France, tout le monde se rue à la pompe. Vraiment, c'est grotesque, disons-le. On va voir tout de suite le sujet de Célia Barotte, parce que la pénurie, la peur de la pénurie entraîne la pénurie. C'est idiot quand même. Bon, voyez le sujet de Célia Barotte et vive la France. Le gouvernement a appelé à garder son sang-froid, mais certains Français se ruent déjà à la pompe pour faire un stock de carburant. Et puis il y a ceux qui sont plutôt résignés. On est obligé de se servir dans la voiture. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand le prix du baril diminue, ça met 3 mois pour diminuer à la pompe. Et quand le baril il augmente, là c'est en 5 jours, c'est même pas en 3 jours. D'autres partent à la recherche des tarifs les plus attractifs. Dans un point de distribution indépendant situé à Grasse, le prix au litre du gasoil est 7 centimes moins cher qu'en hypermarché et jusqu'à 28 centimes de moins par rapport à d'autres enseignes. Dans les supermarchés, le carburant a beaucoup remonté. Alors, je viens ici à la station, je trouve que c'est la station la moins chère du rayon, là. Le propriétaire de cette station tente de contenir ses prix sans répercuter auprès de ses clients la hausse de ses fournisseurs, mais il n'est pas très optimiste pour les jours à venir. Si j'avais commandé hier, j'aurais mis du gasoil à 2,05 à l'affichage. Et là, aujourd'hui, si je commande à ce fournisseur, je vais passer à 2,14. Le gouvernement, ils ne veulent pas créer de peur et du coup, ils annoncent des choses un peu plus modérées. Mais moi, je vois la réalité, c'est celle-là. Après, s'ils ont une source pour acheter beaucoup moins cher, ils peuvent, je suis preneur. Compte tenu de l'augmentation du prix du baril, le ministre de l'économie, Roland Lescure, a annoncé la réalisation de contrôles pour s'assurer de hausses raisonnables et une rencontre est prévue ce jeudi avec les distributeurs de carburant. Ritmaten, qui est notre spécialiste d'économie. Enfin, les pompistes, les gérants de stations, plus également les supermarchés, mais c'est un scandale. Oui, c'est un scandale. Mais enfin, ils ont acheté le prix. Le pétrole qui est dans les cuves a été acheté il y a combien de temps? Non, mais c'est vrai, les stocks sont pleins, de toute façon. Non, mais c'est pas ma question. Le pétrole a été acheté il y a combien de temps? Il y a 3 mois. Bon, ben voilà, donc ils ont payé les 15 ou 20 centimes. Les tarifs, il y a 3 mois. Alors maintenant... c'est un scandale. Alors moi j'ai posé la question à Francis Pousse, qui est le patron des pompistes chez Mobiliance, et je vais vous montrer un tableau. Non mais vous allez montrer un tableau. Non, mais c'est un scandale. Enfin, ils ont acheté un prix qu'ils vendent, ils l'ont pris en 24 heures. Ils anticipent une hausse. Mais ils anticipent. À ce moment-là, on t'a pas anticipé une hausse puisqu'ils l'ont acheté au prix. Bah oui, mais c'est leur métier, hein. C'est leur mais non, c'est leur métier. J'ai oublié que vous soyez le porte-parole des stations-service en France. Je vous rappelle, enfin, moi, je suis consommateur. Les prix sont libres en France. Ah bah, ça, c'est autre chose. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Ça s'appelle au bon beurre. Alors, vous avez... c'est l'esprit au bon beurre. Dans un hypermarché, vous trouvez... Le petit plus. Dans un hypermarché, vous trouvez l'essence à 1,80 €. Et le même carburant, vous allez le trouver à 2,20 € à Issy-les-Moulineaux. Mais c'est pas le sujet. Je vous dis qu'il y a des gens qui font leur beurre sur la pénurie et sur la panique et c'est pas bien, c'est tout. C'est pas bien. Et monsieur Roland Lescure, pour le coup, il a dit ils auront affaire à moi, il a raison. Oui, c'est pas bien, ça choque les gens. On ne pourra pas faire grand-chose, hein, parce que les prix sont libres en France. Non, mais si je raisonne comme je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, à votre avis? C'est un prix. Il faut donc fixer les prix comme avant 1980. Non, mais j'entends ce que vous dites, mais vous avez raison, et je n'ai pas tort. C'est-à-dire que j'appelle à la morale. Je parle de la morale, je dis que ce n'est pas bien. J'ai un jugement moral là-dessus. C'est pas bien. C'est parce que c'est ce que vous voulez. Chacun fait son beurre. Vous avez raison. Ah oui, d'accord. Voilà, tout pour TPMG. J'aurais aimé quand même que vous me laissiez une seconde pour montrer un tableau. Oui, alors j'ai fait pour vous. Oui, alors faites le tableau. Spécialement pour vous, parce que vous allez comprendre. Alors j'ai pris le litre d'un carburant à 1,85 €. Bon, ça peut être 2 €, pardon, mais enfin voilà. Dans Paris, c'est 2,20 € parfois. Voilà. Et si vous prenez 1,85 €, regardez ce qui pèse sur cette essence. La TVA, 31 centimes. La taxe TICPE, c'est le droit de distribuer du pétrole. Oui, mais on sait tout ça. Eric. Vous savez, vous payez 1,06 € de taxes déjà. Oui, mais ça n'a pas changé. Que vous avez regardez la marge des pompistes. Ils me l'ont donné hier soir. Oui. Donc après, vous me croyez ou pas, j'en sais rien. Je suis pas le porte-parole. Mais je vous crois, c'est pas le sujet. De marge. Oui, mais voilà. Donc ils anticipent une hausse. C'est vrai qu'ils passent peut-être, ils augmentent de quelques par litre. C'est par litre. C'est par litre. 4 centimes par litre. Oui, par litre, bien sûr. Oui. Donc voilà, le litre d'essence, il vaudrait 50 centimes.
il vaudrait 50 centimes. Bon. Et curieusement, d'ailleurs, le prix de l'essence en francs, alors en constant, non, mais en francs, comment dire, sur 50 ans, c'est la même chose. Il serait à 2,20 €, j'ai regardé ce matin. Dans le même temps, il y a une vidéo qui a été publiée par Donald Trump sur le prix de l'essence dans les différents États aux États-Unis. Il n'a jamais été aussi bas, c'était une de ses promesses. Donc, on voit que c'est un sujet aussi éminemment politique. Et dans ce que vous avez dit dans votre édito, c'est particulièrement frappant. C'est-à-dire que un ministre dit quelque chose, les Français entendent l'inverse. Non mais au-delà de la question de l'essence, ça pose une question de la confiance dans la parole politique. C'est sidérant. Il n'avait pas terminé sa phrase c'est ça qui est que les gens prenaient leur clé de voiture. Alors c'est ce qu'on appelle l'effet Streisand. Moi j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps de Barbara Streisand. On dit ça. Vous savez pourquoi? Parce que Barbara Streisand, elle avait une photo dans, je crois... Villa. Pardon? Villa. Une villa. Oui, mais une photo de sa villa qui était, je crois, dans un organisme de tourisme. Personne ne l'avait vue. Mais elle a porté plainte. Et le fait de porter plainte devant un tribunal américain a fait que des millions de gens ont vu où était sa villa. Et depuis, on dit c'est l'effet Streisand. L'effet Streisand. Barbara. On porte l'attention sur quelque chose qui était passé inaperçu. Exactement. Alors écoutons quelques réactions sur l'augmentation des prix que je vous propose d'écouter. Éric de Ritmaten, qui est le porte-parole des stations-service en France, nous donnera son avis. Non mais je défends le libéralisme, quand vous voulez, vous pouvez pas... Mais vous avez raison. Vous pouvez pas défendre le libéralisme. 82 le litre, oui, ça devrait être à 1,65 ou 70. Je suis pas spécialement inquiet, moi. Voilà. Je n'utilise pas ma voiture tous les jours et voilà. Là, je suis à vide, donc je suis venu chercher, mais pas d'inquiétude particulière. Je complète parce que je vais avoir besoin d'utiliser ma voiture assez souvent actuellement. De toute façon, tout va augmenter, il ne faut pas se leurrer. Donc, c'est jamais très agréable, surtout quand on est retraité. Je ne vais pas stocker. Pour moi, il n'y aura pas de pénurie. Je suis venu lundi, elle était à 1,72 et là, aujourd'hui, elle est à 1,82, c'est ça? Voilà. Donc 10 centimes en 3 jours. C'est pas... De toute façon, il fallait s'en douter. Dans Paris, parfois, c'est à 2,20 € parce que... Mais voilà, mais c'est ça la liberté. Oui, mais j'ai aucun souci avec la liberté. Écoutez, le ministre a dit qu'il allait envoyer la DCGRF pour faire des contrôles. Mais vous voulez qu'on D'abord, il n'y a pas les équipes. Est-ce qu'on peut écouter, si vous voulez, Roland, vous allez vous y mettre aussi, Georges? Je ne sais pas si je dois faire mon plein ou pas. Il est marrant Écoutez, Roland Lescure, pas de pénurie. Alors, chaque mot est important. Il a dit qu'il n'y aura pas de pénurie nationale. Alors évidemment, le type qui entend national, il dit « Oh là là, ça sent pas bon. Chérie, va chercher la voiture. On va chez Fina. » Ça existe toujours Fina d'ailleurs, ou Esso, ou BP? Esso, oui. Esso, Fina, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, Fina. Écoutons Roland Lescure. Aujourd'hui, il n'y aura pas de pénurie nationale, mais dans cette cellule de crise dont je parlais tout à l'heure, on regarde notamment le prix de l'essence. Il augmente de quelques centimes actuellement. Quelques centimes. C'est une hausse, j'allais dire, normale compte tenu de la hausse du prix du pétrole. Et on regarde les pénuries. Et aujourd'hui, dans plus de 97% du territoire, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'on est dans une situation normale où on a de l'essence partout. Donc ça c'est clair, et écoutez ce qu'il a dit également sur « je ne tolérerai pas », alors je ne sais pas comment il peut faire, parce qu'il ne va pas faire des contrôles dans toutes les stations-service du pays. Moi, je ne tolérerai pas qu'on ait des hausses de prix à la pompe qui aillent au-delà de ce que la hausse du pétrole justifie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai demandé à la DGCCRF de faire des contrôles. La direction des fraudes. La répression des fraudes, comme on dit, la répression des fraudes, d'être sur le terrain, de faire des mesures et de s'assurer effectivement qu'on est sur des hausses de prix, je dirais, raisonnables, compte tenu de la hausse du prix du baril, qui, elle aussi, est aujourd'hui relativement raisonnable. La répression des fraudes, mais ils font ce qu'ils veulent, vous l'avez dit vous-même. Le prix de l'essence est libre. Bien sûr. S'ils veulent vendre à 3 €, ils vendent à 3 €, nous sommes d'accord. Bien sûr. Bon, bah alors, qui sait pourquoi il dit ça, alors? Quand il dit que le pétrole n'augmente pas beaucoup, il a quand même fait 37% depuis le début de l'année. Pourquoi il dit ça? C'est la question que je posais. Oui. Pourquoi il dit ça? Il dit ça parce qu'en général, vous savez très bien, on essaye de... Tout va très bien, tout est merveilleux, je vais protéger le consommateur. Et puis la troisième étape, ce sera de peut-être faire un quoi qu'il en coûte. Comme ça, on aidera, on fera un chèque énergie ou un chèque cadeau. Donc, si vous allez faire des chèques cadeaux et des quoi qu'il en coûte, au moins, j'espère que le gouvernement a appris... ça. Bon, écoutez Maud Bréjon, ce qu'elle a dit ce matin. Elle dit qu'elle a appris de 2022. Donc ça, c'est bien. S'ils ont appris quelque chose. Passer le message le plus rassurant possible. Nous avons des stocks, nous avons appris de la crise de 2022, nous avons diversifié nos approvisionnements. C'est aussi le message que je voudrais passer ce matin. Le message que je voudrais passer ce matin. Nous ne sommes absolument pas
absolument pas dans la situation que la France a connue entre 2021 et 2023. Ça n'a rien à voir. On n'oublie pas évidemment qu'avec les taxes, qui sont calculées en pourcentage, c'est plus d'argent qui rentre. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est vrai. Un petit plus pour l'État. Absolument. Ouais. Alors, est-ce que l'État va s'enrichir sur le dos des automobilistes? À votre avis? Est-ce que ça... Non mais vous me posez une drôle de question ce matin. Faites attention à vous, Éric de Ritmaten. Vous vivez dangereusement. Si vous pensez que l'État peut s'enrichir sur notre dos, vous vivez dangereusement. Alors, sans le contrôle fiscal. Faites très attention. Je serai vous. Vous savez, je rappelle qu'il y a eu ça a coûté 24 milliards les aides de l'État en 2020. Oui, ça n'a toujours pas été remboursé. Ce qui est terrible dans les déclarations de Roland Lescure, c'est que le seul mot qu'on retient, c'est pénurie. En fait, il a beau dire tout ce qu'il veut. Oui, mais alors faut qu'il fasse quoi? Non, Maud Bréjean, dans la manière dont elle communique, c'était déjà un peu plus habile. Je trouve qu'elle dit un peu les choses de manière plus habile. Pas faux. Il y a des mots, effectivement. Alors, on sera tout à l'heure avec Bernard Duroc d'Aner. Vous l'aviez écouté en début d'année. C'est un chef d'entreprise dans l'énergie, le gaz, le pétrole et l'électricité en Amérique du Nord. Et il nous fera peut-être un point sur ce qui se passe ou sur ce qui se passera. Merci beaucoup. Et alors vous allez faire votre plein tranquille. Alors. Comment? Vous allez faire votre plein ou aussi vite? Mais moi, voilà. Je vais vous donner les bonnes adresses. Hein. Oui, bien sûr. Mais alors j'ai vu, monsieur, vous avez cité même Monsieur Pousse, c'est ça? Oui, Francis Pousse. Francis Pousse. Je ne connaissais pas ce monsieur, mais c'est le grand chef des stations-service en France. Absolument. Mobilian, c'est le conseil de l'automobile, c'est tous les métiers de l'automobile. Bon, il sera tout à l'heure à Bercy. Vous savez que je m'en vais à Bercy pour l'écouter, pour voir ce que. Et vous partez comment? En voiture électrique, en trottinette? Avec mon petit scooter. Ah oui, ça coûte moins cher. Bon, Vincent Herouet, il y a une information qui est tombée parce que évidemment l'info elle est en direct, elle se fait en direct et c'est Reuters. Et là, ce que je lis quand même est extrêmement grave puisque Reuters annonce que des sites israéliens nucléaires seraient bombardés par l'Iran, c'est cela? Il y a deux choses. Il y a d'une part des images virales qui ont circulé ces derniers jours montrant la centrale de Dimona dans le Negev, qui est la centrale nucléaire, le cœur nucléaire d'Israël, en flammes. Et ça, ce sont des images qui sont fabriquées, qui sont fausses. Hein. C'est des fake news. Mais ça a été fabriqué par des... c'est bien fait d'ailleurs, et ça a circulé partout. Ce qui montre... Non mais attendez, c'est intéressant, ça montre qu'il y a quand même... Derrière le chaos général auquel on assiste en Iran, il y a quand même des gens qui continuent à travailler. D'ailleurs, ce matin, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, a eu le ministre iranien des Affaires étrangères au téléphone. Quoi? Non, il l'a eu au téléphone. C'est-à-dire qu'ils se sont parlé. Ce qui montre qu'il y a encore une diplomatie iranienne à l'œuvre, en action. Et ce qu'il y a, donc les images sont fausses, en revanche la menace est réelle. Un porte-parole iranien a annoncé que si réellement les Américains et les Israéliens cherchaient à faire tomber le régime, ce qu'ils d'ailleurs ne cessent de répéter depuis 5 jours, eh bien dans ces cas-là, l'Iran se sentirait libre de bombarder la centrale de Dimona, le Negev et les installations nucléaires de l'Iran. C'est un chantage à la mort, c'est la stratégie du kamikaze, c'est mettons le chaos, vous allez voir ce que vous allez voir, on laissera derrière nous que cendres et ruines, et ça vous coûtera très cher. Est-ce qu'ils en sont capables? C'est ça la question. Bah oui, ils sont capables de lancer des missiles qui s'écrasent sur Israël. On en a eu l'occasion depuis le mois de juin dernier de s'en apercevoir. Il y a le dôme et la fronde et tout le système antimissile israélien ne suffit pas à protéger d'une manière totalement étanche le pays. C'est un réel problème. Alors, ce que disent les Américains, le chef d'état-major américain a dit que il y avait une baisse très sensible quand même des tirs iraniens et qu'entre dimanche et hier, le nombre de missiles tirés avait décru de 83%. C'est quand même pas rien. C'est pas une petite baisse tendancielle. Mais il en restera toujours quelques-uns. Il faut pas se leurrer. Il y aura la bête se meurt, mais une bête blessée, c'est dangereux. Il y a le terrorisme, il y a le nucléaire, il y a tout ça. Vincent Herouet sur l'antenne d'Europe 1, il est à 9h15, nous sommes ensemble jusqu'à 10h sur Europe 1 pour évidemment évoquer ce 6e jour de guerre. On va écouter Donald Trump qui s'exprime toujours d'une façon qui peut étonner, bien sûr, loin du langage diplomatique habituel. Il était, ces dernières heures, il a donné une conférence de presse. Il n'arrête pas.
Oui, oui, il a raison de communiquer. Et il fait le point sur la guerre. Donald Trump. Nous nous débrouillons très bien sur le front de la guerre et le mot est faible. Quelqu'un m'a demandé, sur une échelle jusqu'à 10, vous notez ça combien? J'ai répondu à peu près 15. Et nous allons continuer à faire ce que nous faisons. Nous avons de loin la meilleure armée du monde. Si nous n'avions pas frappé dans les 2 semaines, ils auraient eu une arme nucléaire. Si nous n'avions pas lancé l'attaque B2 il y a quelques mois, ils auraient eu une arme nucléaire. Et quand des fous ont des armes nucléaires, de mauvaises choses se produisent. Nous sommes donc en très bonne posture aujourd'hui et nous continuerons d'aller de l'avant. Mais c'est une formidable démonstration de force militaire. Le porte-parole de l'armée israélienne qui a pris la parole et nous sommes en direct avec lui. Il va nous donner peut-être des informations. Écoutons-le quelques secondes. Le porte-parole, est-ce que nous avons la traduction? Écoutons. Nous continuons à attacher. Dans la ville de Qom, nous avons attaqué, nous avons frappé des lance-missiles. À Ispahan, nous avons également détruit des lance-missiles, des systèmes de défense. Ce régime de terreur perd de sa force. Nous continuons à également attaquer le Hezbollah dans toute la région du Liban. Nous avons déjà attaqué plus de 320 lieux d'attaque du Hezbollah. Et nos équipes continuent jour et nuit à le faire. Et un commandant de la marine israélienne a réussi à attaquer également, à côté de Aleph, cet officier. Tous les marins, toute la marine continue à attaquer. Pendant ces attaques, nous appelons les Libanais de s'éloigner afin que la population ne soit pas atteinte. Notre guerre n'est pas contre les Libanais. Nous n'attaquons que l'organisation de terreur du Hezbollah. Plus de 300 000 Libanais se sont éloignés de cette zone. Nous sommes déterminés afin de finir avec le Hezbollah. Et nous sommes déployés le long de la frontière pour vous protéger, citoyens d'Israël. Dans cette situation, nous avons réajusté les conditions de la société civile en Israël. À partir de midi, certains regroupements sont autorisés. Vous pouvez arriver vers vos lieux de travail et d'autres lieux tant qu'il y a un espace sécurisé à proximité. L'éducation n'aura pas lieu sur site, mais à distance, tant que la situation est la même. La menace continue à exister et les ennemis ont des sources, des moyens de nous heurter. Et dès qu'il y a les sirènes qui se mettent à marcher, les alertes, dirigez-vous vers les lieux de protection. Je continuerai à vous informer dès qu'il y a il y aura besoin. Question. Comment des parents peuvent aller au travail si les enfants n'ont pas la possibilité d'aller à l'école? Le porte-parole qui a dit l'essentiel. On remarque quand même qu'il y a une volonté de communication. Il y a 2 drapeaux. C'est le drapeau israélien, c'est le drapeau de Tzahal qui était à la gauche du porte-parole. Décryptage, c'est important de communiquer pour l'armée israélienne et de donner ces informations-là. Bien sûr, c'est important. En état de guerre, il y a un front qui est celui de l'information, de la communication. D'ailleurs, il n'y a pas plus menteur en général que les porte-paroles militaires en action au moment d'une guerre. Mais il fait son travail très bien, il fait le boulot qu'on attend d'un officier dans cette situation-là. Ce qui est frappant, c'est la différence entre les 2 communications. C'est-à-dire que là, vous avez un officier qui fait le point sur les actions en cours, qui explique à quel point toutes les victoires qui ont été remportées, tactiques. Et puis, de l'autre côté de l'Amérique, c'est plus du tout un officier plus ou moins anonyme qui incarne ce moment de la guerre, c'est le chef de l'État et son ministre des Affaires étrangères, son ministre de la Défense surtout, qui sont en permanence
en plateau et devant les caméras, et qui explique toutes sortes de choses très rassurantes, que c'est mirobolant, que l'Iran, l'État iranien va être totalement détruit, que le régime est fini. Pourquoi ? Parce que c'est pas terrible ce qui se passe pour les Américains, alors côté israélien, c'est plutôt bon. Côté israélien, tout le pays est derrière. Ouais. Ça fait 2 générations que les Israéliens attendent qu'on fasse taire cette menace à l'Est. Côté américain, c'est exactement le contraire. Vous avez les 2 tiers des Américains qui... on va en parler justement dans une seconde. Exactement. On est en train de fabriquer. On va en parler dans une seconde. On va réécouter Donald Trump. J'ai lu un papier du Figaro très intéressant d'ailleurs au petit déjeuner ce matin. Kim Jong-un affirme équiper sa marine d'armes nucléaires. Il a inspecté mardi un navire de guerre mis à l'eau l'année dernière. Il a supervisé mercredi le tir du missile. Donc, c'est intéressant. Alors, il y a deux choses à dire. La première, c'est que si Kim n'avait pas eu tout son arsenal nucléaire, il y a longtemps qu'il serait dans la situation de M. Ramenai, c'est-à-dire ad patresse, il aurait changé de monde. Donc le nucléaire, c'est vraiment la garantie de survivre, quoi qu'on fasse. Donc il a tout compris, entre guillemets. Hein ? Il a tout compris, c'est ce que vous voulez dire. Il a eu raison, oui. Ah oui. C'est bien pour ça que les Iraniens se sont relancés dans la course au nucléaire après 2003, parce que si Saddam Hussein avait eu lui aussi le nucléaire, c'est l'assurance vie. Oui, bien sûr. C'est l'assurance vie, donc il faut l'avoir. Mais là, c'était le sens du papier du Figaro, et c'est ce que je voulais vous faire dire. Donc la deuxième leçon à tirer, c'est que ce qui est en train de se passer en Iran, ça peut apparaître comme un avertissement à tous les pays qui seraient tentés de se doter d'une arme nucléaire. Ça peut les inciter à faire exactement le contraire. Oui, c'est pour ça. Proliférer. Exactement, c'est pour ça que lui, il a tout compris. C'est ce que je voulais. Plus que gérait le papier du Figaro et que vous confirmez. Il a eu raison, mais on ne va pas encourager la prolifération, c'est ça. Ah ben non, vous dites, Kim a eu raison. Non, mais je dis, on ne va pas encourager la prolifération. Pascal Praud appelle à la morale ce matin. Oui. Moi, j'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Ma voix auprès de Kim Jong-un, je pense, n'est pas forcément très efficace. Soutenir le régime nord-coréen, quand même. Écoutez, c'est gravissime. Enfin, j'ai oublié d'avoir toutes les attaques possibles, mais maintenant, si on me dit que je suis... écoutez, vous dites qu'ils ont eu raison, ils ont eu raison. Alors, en tout cas, ce régime épouvantable... On n'aurait jamais dû laisser faire. Que les choses soient claires, je le dis devant l'Arcom, je jure et je dis, lève la main et je jure, je ne soutiens pas le régime de Kim Jong-un. Voilà. Je peux poser une question à Vincent Herouette, Pascal ? Oui, mais comme il va répondre longuement, je vous propose d'abord de voir le sujet sur... Pas de réponse. C'est votre côté Kim Jong-un, ça. Bon alors, question très courte. Question très courte. Non, je m'interrogeais sur le fait de savoir si cette guerre déclenchée contre l'Iran n'était pas un moyen d'assécher justement la Chine vis-à-vis des voies pétrolières, puisqu'on sait que la Chine, c'est le partenaire principal de l'Iran par rapport à l'acheminement de pétrole, et que les États-Unis ont pris l'Europe et notamment le Maghreb par rapport aux contributions pétrolières. Est-ce que ce n'est pas un moyen finalement d'assécher la Chine et de l'affaiblir sur le plan international et stratégique ? Non, vous avez tout à fait raison. Moi, je regrette que notre ami soit parti, qui fait de l'économie, parce qu'il m'aurait expliqué, dans le détroit d'Ormuz, on dit qu'il y a 21% du pétrole mondial qui passe, c'est du gaz, mais il part vers la Chine. Exactement. Alors, évidemment, ça a un effet de tension sur les prix et sur le carburant, et ça fait monter le prix du baril. Mais quand même, c'est les Chinois qui viennent de perdre successivement au Venezuela un fournisseur et un allié, et maintenant en Iran, qui était le principal. La question de Sabrina est remarquable. La réponse est pas mal, non ? Oui, mais tout était dans la question. Parce qu'on fait en permanence passer Trump pour un imbécile. Et sa stratégie économique, et Sabrina a raison, et elle est sa stratégie de tuer la Chine. Oui. Et tu tues la Chine, effectivement, en le privant du pétrole du Venezuela et en le privant du pétrole de l'Iran. Et ça, c'est une stratégie de Trump. Et tout cela est évidemment pensé. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais il faut arrêter de dire que Trump fait un coup de barre à droite, un coup de barre à gauche. Là, il y a manifestement son ennemi, Trump, c'est la Chine. C'est pas l'Europe, on n'existe plus. Sauf que les Chinois ont anticipé cela, puisqu'ils ont diversifié leurs sources d'approvisionnement et développé les énergies renouvelables à un niveau très élevé. Oui. Voilà, la guerre, elle est là. La guerre est entre les États-Unis et la Chine, on le sait. Oui. En tout cas, Trump, il a bien ciblé son ennemi.
Et effectivement, la question, vous avez raison de la poser. Et le chaos au Moyen-Orient impacte toute l'Asie. Oui, exactement. Et d'ailleurs, les bourses asiatiques s'effondrent alors que les bourses européennes sont plutôt ne bougent pas. Oui, enfin, écoutez, moi je comprends pas très bien, parce que c'est pour ça que je regrette qu'il soit parti, parce que le fioul domestique était à 11,80 samedi, à 13,17 lundi, à 14,05 mardi, et il est à 15,19 ce matin. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire Nous allons demander à notre invité qui connaît ça par cœur, Bernard Duroc-Danner, il est chef d'entreprise dans l'énergie, le gaz, le pétrole et l'électricité en Amérique du Nord. Je demande, il est dans l'antichambre et il va entrer à l'instant. Et vous allez pouvoir lui poser vos questions qui sont très pertinentes. Mais on va voir la situation américaine, notamment comment l'opinion américaine réagit. Parce que ça, c'est assez intéressant, ce que vous disiez là aussi tout à l'heure. Elle n'est pas forcément derrière Trump à 100%. Non. Donc voyez le sujet, écoutez-le également pour nos amis d'Europe 1. À son 6e jour, la guerre s'intensifie au Moyen-Orient. Les États-Unis annoncent avoir éliminé plusieurs cibles, dont ce navire de guerre iranien coulé par une torpille. Cette guerre pourrait prendre une autre tournure avec le déploiement de forces armées américaines au sol. Nous allons maintenant étendre nos forces à l'intérieur des terres en frappant progressivement plus profondément au territoire iranien et en offrant une plus grande liberté de manœuvre aux forces américaines. Ce conflit pourrait durer plusieurs semaines selon Donald Trump, et au sein de son propre camp, le peuple Make America Great Again, MAGA, est divisé. Trump s'engageant là crée une vraie tension avec une partie de sa base, ça il n'y a pas de doute, donc le noyau MAGA, mais conserve l'appui, on ne doit pas l'oublier, des républicains plus classiques qui aiment le nationalisme impérial américain, conserve aussi l'appui d'une base des Trumpistes qui suit le chef sur le mode c'est notre chef, s'il va dans cette direction c'est qu'il a raison, mais il y a une véritable fracture chez les MAGA isolationnistes qui se sentent aujourd'hui trahis par Donald Trump. Le président américain avait promis à son électorat la fin des interventions américaines à l'étranger. À 8 mois des élections de mi-mandat, cette guerre pourrait compromettre les chances des républicains de conserver le contrôle du Congrès. Bon, ça c'est intéressant quand même. Bien sûr, oui. Vincent Arouette. Bien sûr, parce qu'il n'est pas du tout dit que cette guerre soit terminée dans un mois, dans 3 jours, dans 3 semaines. C'est pour ça qu'il y a une communication qui est très triomphaliste américaine et qui nous paraît tellement provocante. Alors justement, Bernard Duroc-Danner est avec nous. Et, il était venu au début de l'année 2026. Vous vivez aux États-Unis, vous vivez à Houston et vous êtes un chef d'entreprise dans l'énergie, le gaz, le pétrole, l'électricité. Et vous connaissez ce sujet depuis des années que vous frayez, que vous travaillez avec. Bon, d'abord, l'Amérique, elle est derrière Trump. Par rapport à ce qu'on vient d'entendre, vous la jugez plutôt derrière Trump, plutôt mitigée, plutôt... comment vous évaluez? Alors, on est toujours derrière notre président quand il y a un conflit. Maintenant, le pays est très divisé, a été divisé avant le conflit, demeure divisé. Mais je dirais qu'en général, on soutient l'armée de façon viscérale. Et donc, en général, pour le moment, oui, on est derrière le président. Bon, conséquences pour le pétrole, conséquences pour l'Europe et conséquences de la situation aujourd'hui, le détroit d'Ormuz qui serait fermé. Je ne veux pas dire que pour les gens, tout ça est un peu du chinois, mais sans jeu de mots. Mais le détroit d'Ormuz, je ne suis pas sûr qu'ils sachent le placer sur la carte. Et même si je faisais un tour de table ici, je ne suis pas sûr que tout le monde... Ah bah quand même, mais je vous assure, les Français, la géographie... Bon, bref. Donc, les conséquences pour nous, pour l'Europe et pour le monde? C'est dans le temps. Si c'est un phénomène transitoire, vous avez vu les hausses de prix de pétrole qui sont assez raisonnables, assez basses, et le gaz aussi, le gaz liquéfié. Maintenant, c'est un problème qui perdure, c'est une histoire complètement différente. On va prendre la deuxième option, tant qu'à faire, puisque la première, s'il n'y a pas de changement, il n'y a rien à dire. Mais si, par exemple, si ça dure 6 mois, non, ça dure 6 mois, c'est très grave. Parce que dans le pétrole, vous perdez 10% de vos productions. Il n'y a pas vraiment de soupape de sécurité en dehors des réserves stratégiques dans le pétrole, en dehors du Golfe Persique. Le paradoxe, c'est que les réserves qui sont disponibles en cas d'urgence se trouvent où? En Irak, au Koweït, aux Émirats, en Arabie Saoudite. Des endroits qui sont bloqués. Alors, il y a un peu de réserve, vous savez, de capacité d'augmenter la production, pas aux États-Unis, au maximum. Vous avez un peu à droite et à gauche, mais pas 10%. Parce que pourquoi je dis 10%?
Il y a 20% de pétrole qui est bloqué, mais on peut faire passer à peu près la moitié par les pipelines qui se dirigent vers la mer Rouge, enfin je simplifie. Mais il y a en fait l'autre moitié, donc 10% de la production mondiale, qui est bloquée. Et il n'y a pas d'alternative. Enfin, il n'y en a pas, à ma connaissance. Alors si ça dure 6 mois, ce n'est pas jouable. Et nous savons aux États-Unis ça. C'est très clair. Donc ce n'est pas une issue qui est tolérable. Intéressant. Donc c'est une course contre le temps. Le nombre d'ogives disponibles, le nombre de drones qu'ont les Iraniens. Course contre le temps pour nous également, parce qu'il est 9h31. C'est un peu tous les matins la même chose. Somaya El Abidi, c'est un jour sans fin, voyez-vous. Et Somaya est là et elle nous